I feel like a motherless child. Sometimes I feel. C'était chant d'espoir, chant d'espérance. Une émission de gospel de Negro Spirituals. Stéphane me tenait compagnie et je vous dis à bientôt. I'm a long ways from home. I'm a long ways from home. Dialogue 89.6, 101.9 en FM. Dans un instant, Terre de Provence, présentée par Micheline Delmont. Bonjour, aujourd'hui notre Terre de Provence, nous allons parler de Christiane Singer. C'est un hommage qui a été rendu à Christiane Singer dernièrement. On va donc demander à Monique Beltrame, bonjour, qui est sa sœur, de nous en parler. Et Jean-Robert aussi est avec nous, il nous parlera de différentes choses, mais peut-être aussi de Saint-Victor. On va voir, il a plein de trucs à nous dire, on va voir. Alors tout de suite, on va peut-être, si vous voulez bien, Monique Beltrame, parler du Comité européen de Marseille, puisque nous avons été invités, et justement pour cet hommage à Christiane Singer. Mais d'abord, dites-nous exactement ce que c'est, ce que vous faites. Le Comité européen Marseille est une association de bénévoles, bien entendu, qui œuvre dans le sens de la construction européenne pour en raconter l'histoire et en même temps pour informer par des conférences, des débats qui permettent d'éclairer sur le processus d'intégration de l'Union européenne. Alors cela se fait par des conférences, par des colloques et également par des manifestations culturelles qui illustrent donc la civilisation européenne. Et ça se passe où ? Alors donc c'est une association qui est volante, je dirais, puisque on fait des manifestations, des colloques selon le cas, plusieurs endroits. Ça peut être comme vous étiez l'autre fois à la région, ça peut être à la Cité des Associations, ça peut être en partenariat avec l'Institut culturel italien, ça peut se faire dans un théâtre, ça a été aussi une fois le cas. Donc on choisit une salle et autrement, d'une manière générale, c'est la Cité des Associations. Alors nous avons reçu l'invitation à Radio Dialogue expédiée par Monsieur Peset. Et donc, nous avons répondu et on était très, très touchés justement par cet hommage à Christiane Singer. Vous avez présenté un petit documentaire littéraire pour la présenter à travers un petit film, on peut dire. Oui. Oui, ça a été l'objet en fait de cette manifestation qui s'est faite à partir de ce film, puisque c'est la cinéaste Carola Mer qui était venue me voir 2 ans auparavant, en 2011, en me disant qu'elle avait rencontré Christiane, puisque c'est ma sœur, qui avait rencontré Christiane. Avant sa mort, bien entendu, elle avait assisté à certains de ses séminaires et elle avait commencé un film à son sujet. Mais malheureusement, en 2006, c'est la dernière année avant sa mort, et elle est donc interrompue dans ce projet. Par contre, elle a de très belles séquences qui expliquent beaucoup de choses et qui sont faites avec beaucoup de passion. Donc, elle ne voudrait pas s'interrompre et elle a eu l'idée d'interroger les personnes qui l'ont connue de près. Alors, et elle-même, on la voit parler, Monique, Christiane Singer. Et vous, bien entendu, puisqu'elle a commencé le film avec elle, bien entendu. Elle l'a commencé avec elle. C'est très touchant. Oui, et là, elle a mis toute sa passion. C'est habituel chez elle, quoi. Elle avait ce contact. Et alors, vous dites qu'elle était écrivaine, marseillaise et européenne. Voilà,
voilà, donc si on l'a intégrée dans le comité européen, c'est qu'effectivement, ça correspond à la littérature européenne. Et c'était parce que je voulais répondre de manière favorable à Carole Amer, qui voulait rendre cet hommage à Marseille, qui était la ville de naissance de Christiane, et qui fêtait, qui célébrait donc la capitale européenne de la culture. Et bon, je ne savais pas comment faire pour répondre à son attente, parce que vous savez, ça a été une organisation énorme, on a réussi beaucoup de choses, mais c'était difficile pour des petites associations de s'accrocher à ce gigantesque projet. Et donc, ne réussissant pas à proposer ce film à une institution ou à une organisation de spectacle, j'ai pensé le prendre en charge par le comité européen, puisque le comité européen donc s'occupe des questions européennes, et que Christiane était d'une part marseillaise, ça correspondait au projet Marseille 2013, qu'elle était écrivaine, donc c'est le projet culturel, et européenne, donc c'est ce qui intéresse le comité européen Marseille. Elle avait une personnalité très touchante et elle aimait aller à la rencontre des gens. Absolument. Donc ça c'est son caractère profond. Sans juger, sans jugement. Une rencontre. Oui, cet enthousiasme de découvrir l'autre, d'aller vers l'autre et de lui transmettre quelque chose. Ça, son enthousiasme, sa façon de voir la vie et de l'aider à s'émerveiller devant la création qui nous entoure. Et alors, elle était donc marseillaise, c'est vrai, mais elle est partie à l'étranger. Elle est partie à l'étranger, donc justement européenne, puisqu'elle s'est mariée avec un Autrichien, donc dont la résidence était le château de Rassenberg, puisqu'il est comte. Et elle va donc vivre là-bas, à Vienne, et elle va continuer sa carrière littéraire. Qu'elle fera toujours, ses œuvres sont toujours écrites en français, mais elle va rayonner évidemment dans plusieurs pays, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique en particulier, la Suisse et la France, bien entendu. Donc c'est vraiment un rayonnement européen, voilà. Et son époux en parle avec beaucoup de délicatesse et d'amour, oui, bien entendu. Un amour profond. Oui. Ils avaient effectivement, à travers le document que vous nous avez présenté, on voit, elle vivait dans un cadre magnifique. Hein. Elle aurait pu rester chez elle, mais non. Son désir, c'était de partager avec les autres. Oui, c'était de partager. Ça s'est peut-être encore plus développé à Rassenberg. Il faut comprendre, elle qui est née au bord de la Méditerranée, avec les couleurs, avec les mouvements, la façon de correspondre avec les gens, de les toucher, d'exprimer spontanément ses sentiments. Elle arrive dans un pays où on est beaucoup plus froid, plus réservé, et en plus dans ce château qui est intimidant en fait. Qui est immense. Et donc peut-être aussi ça permet à développer ce désir de rencontrer d'autres, parce que s'enfermer dans cette bâtisse demande pas mal de courage, mais enfin vu par moi, mais par elle, c'était au contraire l'occasion de pouvoir développer son imaginaire et sa création littéraire. Alors, parlez-nous de ces livres, justement, qu'elle a écrits. Donc, elle a commencé sa carrière littéraire très tôt, puisque dès toute petite, déjà à 6 ans, elle publiait dans ce petit journal d'enfants, Capucine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, je ne l'ai jamais plus revu et je n'ai pas gardé ses poèmes d'antan. Puis après, elle a continué à écrire, bien entendu. Et ses institutrices disaient, un jour, quand je serai vieille, je lirai les livres de Christiane Singer près du feu, voilà. Du feu. Et donc c'est bien ce qui s'est produit. Donc elle a toujours. Elle traitait de quoi dans ses livres? Dans ses livres, c'est toujours ce qu'elle ressent. C'est-à-dire, elle fait des essais, des romans, mais c'est à partir de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle veut exprimer pour aller vers les autres et faire passer son message, un message d'amour, oui, un message d'amour, oui, exactement. Moi, j'ai le ressenti comme ça. Hein. Oui. Et en même temps, c'est écrit avec beaucoup, presque on dirait un poète. Et c'est une poète. Enfin, c'est de la poésie. C'est de la poésie.
Elle, c'est l'amour de la langue. Elle a un amour de la langue très, très, très poussé, quoi. Son style est très ciselé, le choix de ses mots. Elle est même entraînée par ses mots, je vous dirais. Elle avait un sourire vraiment un sourire qui vous invitait à partager. Voilà, qui a invité à partager, voilà. Où est-ce qu'elle a suivi ses études, à quel endroit? Bien entendu, à Marseille. C'est pour ça que quand même écrivaine marseillaise, le lycée Montgrand, qui était le plus grand lycée à l'époque, le premier lycée après les grands lycées de Paris, où il y avait que des professeurs agrégés. Et puis après, elle a terminé au lycée Perrier parce qu'on a déménagé près du lycée Perrier. Et puis après, naturellement, la faculté de lettres à Aix-en-Provence. Après avoir fait un petit passage à l'école d'architecture. Oui. Parce que comme mon père était architecte et qu'elle voulait lui faire plaisir, elle a tenté de faire ça, mais enfin, elle avait la littérature dans le sang et c'était dommage de prendre cette direction. Le sourire, on peut dire. Mais elle a transmis ce désir de l'architecture, de construire, si vous voulez, à son mari, qui n'était pas du tout architecte quand elle l'a connu. Il était ingénieur des eaux et forêts et il est devenu architecte quand il s'est marié. Elle l'a convaincu. Elle l'a convaincu. Il a fait donc, ils ont vécu en Suisse, où il a fait des études pendant 7 ans. Elle a enseigné à Bâle et à Fribourg pendant ce temps, et lui a fait donc son diplôme d'architecte. Et ce que j'ai retenu également lorsque vous nous l'avez présenté, c'est qu'elle a été baptisée à l'église Saint-Victor. Oui. Et chaque fois qu'elle revenait à Marseille, elle allait prier là-bas. C'est tout à fait vrai. Alors, si vous voulez, Saint-Victor a quand même une très grande place dans sa vie. Donc, c'est d'abord le baptême, le baptême qui se fait en pleine guerre. Et puis, bon, c'est là où on allait se réfugier en cas de bombardement, enfin lorsque l'alerte sonnait, retentissait. Et donc elle y est restée très attachée, mais je ne sais pas si ça a un rapport avec ceci, mais elle allait toujours à la messe. Elle partait à grande enjambée depuis le boulevard Gaston-Crémieux jusqu'à l'abbaye de Saint-Victor et revenait après avec des gâteaux, ce qu'on achète sur le boulevard de la Corderie, avec maintenant le boulevard de la Corse. Et que veut dire le deuxième grand événement? Donc c'est son baptême d'abord, et puis après c'est la messe qu'on a fait dire un an après sa mort dans les catacombes, si vous voulez, à l'endroit même où ma mère allait avec elle rester pour se réfugier pendant les menaces de bombardement. On va demander justement à propos de Saint-Victor à Jean-Robert Cain de nous en parler. Et on retrouve ce que Jean-Robert va nous dire, on le retrouve dans son très très beau livre dont on vous en parle régulièrement de ce livre parce qu'il est très riche. C'est les trésors des églises de Marseille, Jean-Robert. Merci pour la publicité. Non, effectivement, Saint-Victor, vous parlez de Saint-Victor et j'avoue que évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Saint-Victor en évoquant la mémoire de Jean Cassien, celui qui a fondé au 5e siècle donc ce haut lieu de la chrétienté, le premier dans la Gaule. Et il se trouve que le samedi dernier, Monseigneur Pontier, notre archevêque, a consacré un nouvel autel à l'église des Acates, à la Valentine, à côté de la Valentine. Et pour consacrer ce nouvel autel, évidemment, il a fallu y placer des reliques, et c'est précisément des reliques de Jean Cassien. Alors vous voyez, de Saint-Victor, on passe à l'église des Acates, et comme le curé l'a rappelé, le père Rémy de Mauvezin, il a dit qu'il était un curé écolo, parce que justement il faisait du recyclage, et il a cité effectivement aussi une plaque d'autel que nous avons pu récupérer, qui était stockée dans les réserves des Égalades, les réserves de la ville, une plaque d'autel, une façade d'autel en marbre, qui provenait d'un des hôtels de Saint-Laurent, qui après la guerre a été stocké donc dans les réserves de la ville et qui n'a pas été remonté. C'est un hôtel, une façade d'hôtel 19e. Et cette façade d'hôtel comporte un Sacré-Cœur. Et là aussi, autre élément de providence, ce Sacré-Cœur fait évidemment allusion à Anne-Madeleine Rémusat et au monastère de la Visitation, qui se trouvait encore jusqu'à quelques années mitoyen de l'église des Acates, puisqu'aujourd'hui c'est le lycée Mélisande. Voilà, alors je suis toujours surpris, mais la providence, j'y crois évidemment, qu'il y ait toujours un lien finalement, quand on commence à parler d'un lieu, d'une personne, on voit que tout se tient. Voilà, je crois que c'est peut-être le but de Radio Dialogue, de nous réunir ou de nous ouvrir des pistes. En tout cas, c'est vraiment un lieu de convergence que j'apprécie, mais l'Esprit Saint, évidemment, voilà. Et alors, donc, pour continuer, je dis qu'il y avait 2 événements, c'est-à-dire le baptême, cette messe de souvenir un an après, et curieusement, son fils,
le plus jeune, Raphaël, que vous voyez dans le film, est venu cet été avec une jeune fille qui est sa fiancée et qui est médecin. Et ils sont allés à l'église Saint-Victor pour s'engager et se marier l'année prochaine. Et ça s'est fait donc cette année au mois d'août. Voilà, donc si vous voulez, ça fait le 3e événement qui se perpétue au-delà de l'existence, quoi. Oui, Jean-Robert nous a parlé donc de l'abbaye Saint-Victor. Moi, je voudrais dire que vous retrouvez tout ce que Jean-Robert nous a dit dans ce très beau livre où il y a des illustrations, tout en couleur, des textes. Et je vous invite vivement à vous reporter à ce livre parce que c'est une richesse extraordinaire. Et puis, ça nous fait connaître mieux notre ville et l'aimer. Mais écoutez, peut-être en ferait un cadeau justement à son fils et à sa fiancée. Oui, c'est une bonne idée. Alors on va peut-être revenir un peu sur Christiane. J'aimerais qu'on la rencontre encore un peu, puisqu'on a le temps de parler d'elle, on lui consacre une émission. Et j'ai été très touchée, moi, de découvrir cette personne que je ne connaissais pas et de voir à quel point elle avait un cœur d'or, un amour des autres. Hein, c'est ça qui la caractérise. Hein. Oui, elle exerce un très grand attrait puisque vous avez vu que la salle était complète et puis qu'il y a eu autant de gens presque dehors que ceux qu'il y a eu de spectateurs, enfin d'auditeurs à l'intérieur. Oui, c'est vrai que elle cherche toujours à convaincre et depuis toujours elle transmet parce que bon, elle aime la poésie depuis toute petite. Et alors le besoin qu'elle a, c'est de la dire cette poésie, c'est de faire partager la beauté et la magie d'un poème. D'ailleurs, elle a fait l'art dramatique parce que je vous le dis, parce que vous avez évoqué là tout à l'heure Michel Peset, elle l'a fait avec Michel Peset justement, et c'est par là que Michel Peset la connaissait. À quel endroit ils ont suivi les cours? Donc au Conservatoire de Marseille. Voilà, d'art dramatique et de déclamation, quoi. Voilà, et donc ils avaient tous les deux cette passion. Qu'ils avaient oui, le maître Fourel. Ah, très bien. Oui. Non, par curiosité. Par curiosité, parce que j'en ai connu quelques-uns, je voulais savoir. Et lui, vous en avez entendu parler. Oui. Non, mais alors il avait aussi une passion, la même passion que ses élèves, je dois dire. Voilà. Et alors après, elle écrit très vite puisqu'elle va commencer à écrire son premier roman à l'âge de 20 ans. Qui est publié en 1975. Son premier roman, comment s'appelle-t-il ? Les Cahiers d'une hypocrite, et qui est suivi immédiatement la même année par Vie et mort du Beaufrou. En fait, il a fallu 2 ans pour qu'il soit publié, et comme elle avait commencé un deuxième roman, il a été publié coup sur coup, les 2 romans. Et puis après, ça a été le livre... Et de quoi il parle dans ces livres ? Oh, mais dans ces livres, c'est un peu d'elle, de ses amis, des réflexions comme ça. Mais dès le début, dans Vie et mort du Beaufrou, elle est fascinée par ce problème de la mort, parce que vous voyez, elle a été donc particulièrement... Elle était jeune, hein. Elle est morte jeune quand même. Oui, elle est morte jeune. À notre époque, c'est beaucoup trop tôt, quoi. C'est beaucoup trop tôt. Et je pense toujours. Est-ce qu'elle a senti qu'elle allait partir? Mais oui, c'est sûr, tout à fait, puisqu'on lui a dit 6 mois avant qu'elle avait plus que 6 mois à vivre, et elle a pris la décision courageuse de vivre cette époque et pas de se la faire enlever par la maladie. Donc, elle a fait donc un journal qui relate tous les stades d'une agonie, quoi, en fait, en quelque sorte, quoi, et qui a été très largement lu et diffusé, quoi. Et avec toujours le désir de faire connaître aux autres son expérience et sa conviction que on n'allait pas vers la mort et vers le vide, mais vers l'amour infini, que c'était le passage. Je crois que c'est important de le dire parce que c'est ce qu'on ressent à travers. Voilà, d'ailleurs, elle a le prix également. Elle a le prix des écrivains croyants avec Passion, c'est l'histoire d'Abélard et d'Héloïse, et elle a le prix des libraires avec La mort viennoise. Donc là, c'est une histoire de la peste, mais la peste symbolise en fait la peste brune aussi. Enfin, je veux dire, est-ce que le fait qu'elle était croyante, elle a mené une vie, d'après vous, différente de certains auteurs, quoi?
Est-ce qu'elle savait partager cet amour? Oui, elle savait le partager, elle aimait. Elle était très entourée, justement. Si vous voulez, Rassenberg lui a donné la possibilité de créer autour d'elle une sorte de cours de réflexion littéraire où elle invitait énormément de gens. Oui. Et où elle, et des dialogues. Et il y avait des questions qui fusaient, je des présume. questions qui fusaient, et en même temps, après, des réponses tout à fait épiques ou poétiques, parce qu'elle vivait ces livres quand elle les écrivait, quoi, bien entendu, elle les vivait. Quand elle a écrit La guerre des filles, je me souviens que tout d'un coup, elle s'est mise à raconter comment on pouvait caracoler sur un cheval à travers la forêt, quoi, et que ces belles cavalières, après, revenaient au château et pour grignoter quelques amendes. Ça m'est resté parce que bon, j'ai pensé que c'était un effet littéraire et que c'était pas la réalité. Parce que, mais il fallait un peu quand même, hein, la littérature. Voilà, il le fallait, il le faut, voilà. Est-ce qu'elle avait des auteurs, est-ce qu'elle vous racontait ses auteurs préférés? Oui, ses auteurs préférés, c'est toute la littérature française, un classique, bien entendu. Quelle richesse. Et puis après, la littérature, après elle va s'ouvrir à la littérature orientale, au zen, au yoga, et puis bien entendu la littérature juive aussi, qui a une très grande place dans son livre, au moins toutes les histoires juives du Talmud pour faire comprendre le mystère de la vie et puis la signification des événements, quoi. Voilà. Ça, elle a beaucoup recours à ceci, quoi. Et bon, alors après, elle va se donner énormément, elle va se donner de plus en plus, ce qui entraîne d'ailleurs, à mon avis, un affaiblissement de son organisme et peut-être d'avoir laissé passer cette maladie qui s'est installée doucement en elle sans qu'elle s'en aperçoive, quoi. Mais avec ce désir de se donner, de faire comprendre, de faire passer, d'éveiller dans les âmes l'émerveillement, si vous voulez, de faire comprendre aux gens qu'il faut être là, dans le présent, ici et maintenant, et voir tout ce qu'il y a de merveilleux ici et maintenant autour de vous. Et ça, et de les délivrer souvent de chagrin, de souffrance qui pouvaient être dépassées tout simplement par un retour en soi profondément et à s'ouvrir à ce qui était offert, quoi. Alors, Monique Beltrame, je rappelle nos auditeurs que vous êtes sa sœur. C'est pour ça que vous en parlez avec autant de passion. Est-ce que vous allez la voir chez elle là-bas? Oui, on allait la voir, bien entendu. Oui, les enfants ont beaucoup aimé. On allait avec nos enfants et alors c'était toujours une grande joie. Et elle avait une très grande influence aussi sur les enfants par sa manière de raconter, d'exposer, de vivre, de vouloir susciter sans arrêt. Par exemple, s'il faisait une belle journée avec un clair de lune, surtout la pleine lune, tout d'un coup, elle disait, il faut partir, faut aller dans la forêt parce que la pleine lune donne des forces. Et alors on allait jusqu'au lac, quitte à aller se baigner dans le lac noir, parce qu'il est noir, bien entendu, en pleine nuit, ça m'impressionnait beaucoup. Mais tout d'un coup, il venait des idées comme ça, et persuadé qu'on allait se fortifier. Vous avez une personnalité extraordinaire. Et même mon fils le plus jeune, il est arrivé une aventure, on lui avait demandé à l'école de raconter ses vacances, et il avait raconté. Et il avait raconté en fait ce que ma sœur lui avait fait vivre, quoi. Parce qu'elle aimait les enfants, elle leur racontait des histoires. Et après, comme les histoires, ça suffisait pas, elle essayait de les mettre en scène. Et de mettre en scène, c'est-à-dire on part tout d'un coup dans la forêt, puisqu'elle c'était dans la forêt qui vivait dans le Waldviertel. Et on partait, puis d'un coup elle disait, bon Dieu, regardez, il y a une petite cape qui a été abandonnée, ça a dû être un nain, mais c'est sûr que c'est un nain qui est parti. Mais regardez, il y a une petite table aussi, il y a une coquille de noix. Et il y avait des nains, on les a dérangés. Et alors, mon fils a raconté ça, et après on lui a dit que c'était pas du tout la question, on ne demandait pas de raconter un conte, mais de raconter un souvenir, quoi. Et pourtant, c'était ça. Il a fallu que j'aille le voir, d'ailleurs. Parce qu'on ne comprenait pas. Le professeur, bon, avait très mal noté, il était très peiné, quoi. Il a fallu que... C'est-à-dire, comme c'est très original, c'est évident que le professeur n'avait pas saisi Mais c'était le besoin d'animer, de tout animer, d'animer ce château. D'ailleurs, elle animait avec moi, ce que j'ai retenu, c'est son beau sourire. Oui. Elle avait un sourire vraiment... accueillant. Oui, qui vous invitait. Oui, oui, c'est vrai, quand on arrivait en voiture, quand on arrivait chez elle, bon, c'était une longue route avant, maintenant il y a l'autoroute. Et curieusement, quand on arrivait sur le perron du château, elle nous attendait les bras ouverts. Je ne sais pas comment elle faisait, puisque c'était difficile de savoir
à quelle heure, à quel moment, mais elle était là à ce moment-là, et pourtant elle était très occupée. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous nous rappeliez bien le titre de ces livres. Alors bon, j'en ai évoqué quelques-uns. Donc le dernier fragment d'un long voyage, c'est le dernier qu'elle a écrit, qui est l'histoire de sa fin et qui veut être un chant d'espoir en fait. Mais enfin, donc pour moi, c'est pas le cas. Je dois dire que beaucoup de gens l'éprouvent comme ça, mais vous, c'est votre sœur. Moi, c'est ma sœur, c'est pas pareil. Puis je le lis différemment, exactement. Je sais quand elle écrit ça, qu'il s'est passé ceci ou cela, voilà. Et puis après, le dernier roman, c'est Seul ce qui brûle. Alors c'est elle, c'est-à-dire que il faut brûler il faut vivre dans la passion, quoi. Vivre dans la passion. Et c'est l'histoire d'une femme, d'une jeune femme, bon, qui a eu des épreuves parce que enfin bref, c'est une histoire très dure. C'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge, où son mari a cru qu'elle le trompait. Il l'a fait enfermer en lui rasant les cheveux. Et alors il a décrit toute drapée de noir avec cette tête rasée. Et moi, j'ai eu une impression terrible à ce moment-là, parce que elle était déjà malade, elle ne le savait pas, mais elle était malade. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça annonce? Que ça annonce quelque chose. Voilà, j'ai trouvé plutôt que c'était quelque chose de désespéré. J'ai retenu qu'elle faisait du yoga et du zen, donc il devait y avoir un certain moment de méditation et de recueillement. Elle aimait beaucoup la méditation, le recueillement. Oui. Et voilà, et ça a été aussi une grande découverte pour elle. Mais comme elle était trop passionnée, qu'elle voulait trop en faire et toujours aller vers les autres, disons qu'elle l'appliquait pas forcément. Par exemple, elle s'occupait toute la journée, il y avait beaucoup de choses à faire, enfin parce que faisait des conférences, des séminaires, elle s'occupait de sa maison, de ses enfants. Est-ce que vous vous souvenez d'un titre de ces conférences? Devenir le divin, être le chantier du divin, par exemple. Et comment les gens percevaient-ils des Alors sujets là, aussi difficiles? Écoutez, là, je ne sais pas vous dire, mais elle avait un succès fou, et là, vraiment, c'est un don, ce don de pouvoir parler aux gens, et même de leur permettre de sortir apaisés de ces conférences. Ça, c'est assez extraordinaire. Elle avait une force, elle rassemblait, par exemple, la Terre du Ciel, et non, des centaines de personnes, je vais voir des milliers, et je ne sais pas comment elle arrivait à faire ceci, mais elle les flattait pas forcément. Par exemple, après on lui posait des questions. Moi, j'avais assisté une fois à un de ces séminaires, c'était à Aix-en-Provence, au congrès, à la salle des congrès, qui est en fait une église. Et puis un auditeur qui a levé la main, qui a dit qu'il pouvait pas comprendre un amour qui soit pas éternel. Enfin, je crois que sa femme l'avait quitté, il était malheureux et tout. Alors, au lieu de dire, oh mon pauvre ami, elle dit, mais enfin, il faut peut-être comprendre qu'on n'est pas sur terre pour profiter de tout, que l'amour on n'est garanti de rien, ni de l'amour, ni de la vie. Alors, ça fait une secousse en fait, et puis après petit à petit elle raconte que même dans le malheur on arrive à trouver des ouvertures qui nous permettent de mieux vivre et de trouver d'autres trésors qu'on ne soupçonnait pas. En se basant sur l'amour. Eh bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir raconté la vie de Christiane Singer, et j'invite les auditeurs à découvrir ses livres. Je vous remercie beaucoup. C'est vrai que j'ai pas trop dit tous les prix qu'elle a eu, le prix de l'Académie de la langue française, le prix d'Anna de Noailles, le prix des libraires, le prix d'Albert Camus. Oui, Albert Camus, effectivement. Oui, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vois que vous aimez votre sœur. Au revoir à tous. Merci Jean-Robert. Alors, je voudrais remercier Emmanuel Holzer qui a guidé nos voix tout au long de cette émission. Merci.